Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de l'année 2021. Alors c'est un peu à l'arrache, sans classement ni grosse préparation, j'ai simplement regroupé les films par genre ou affinité, avec quelques notes pour garder le fil. J'en ai pas vu énormément, bien qu'en regardant ma liste là, il y en a quand même un certain nombre. Alors on commence directement avec le film de Villeneuve, Dune, qui est très contemplatif et immersif. On est comme happé par la composition des images, presque une forme de méditation ou d'hypnose, où se laissent cheminer en nous des émotions, des sensations. On sent cette volonté dans chaque plan, chaque scène, et même les machines, les paysages sont comme vivants, utilisant la technologie comme miroir de l'organique. On a cette impression de grandeur et d'ampleur. Et c'est un peu ce que dit le film lui-même, il faut se laisser aller, et que la vie n'est pas un mystère à résoudre, mais une expérience à vivre. Tout comme l'idée que l'on ne dirige pas, on est appelé à l'être. En fait, c'est essayer de ressentir les choses pour se laisser emporter avec elles dans le flux, tenter de s'harmoniser avec la gestuelle et le mouvement de cette vague, de ce verre, pour ne faire qu'un. On pourrait dire que Villeneuve tente de sublimer son art dans cette fresque mystique et poétique. On ne peut qu'espérer que le film puisse donner envie aux gens de se plonger dans l'univers du livre, les fameux cycles de Dune, qui sont assez colossales en termes d'inspiration et de mythologie. Le suivant, c'est le dernier duel, qui joue sur différents points de vue, par différents personnages, mais aussi trois mises en scène légèrement différentes. Peut-être pas assez prononcé d'ailleurs pour être vraiment perceptible, mais c'est tout l'enjeu du film, l'art de la perception. On joue avec la subtilité du point de vue dans le moindre geste, le moindre regard, les intérêts et les sentiments qui peuvent alors, selon où l'on se place, être aussi innocents et insignifiants que méchants et terrifiants. Il y a plusieurs scènes qui reviennent et peuvent être interprétées totalement à l'opposé. Ça explique de manière générale comment le discours ou le ressenti peuvent varier malgré que les gens aient vécu un même événement. Le film lui-même pourra d'ailleurs être décrit de manière différente suivant le point de vue que l'on adopte. On pourrait dire que le film interroge l'ambiguïté de la vérité qui devient une affaire d'émotion, de perception, mais aussi de l'égalité ou encore de l'époque où l'on se trouve. On interroge aussi la justice, la royauté ou l'Église, que d'une certaine façon tout est une mascarade, une forme d'absurdité. C'est une belle représentation du monde des hommes, animal et bestial, autant par les actes que par la façon dont ils utilisent la connaissance, qui devient une source de pouvoir. Ça peut aussi être la structure du film qui marque, comme la manière dont s'ouvre le film, sur la présentation presque épique ou majestueuse de ce duel entre deux courageux et valeureux chevaliers, nous préparant à un spectacle dantesque, mais qui va complètement basculer par le point de vue de la femme. Au début, il y a comme une promesse de quelque chose de grand et de beau, et à la fin on nous montre la réalité, amère et sans pitié. Le film est comme une introspection, ou plutôt une déconstruction de ces figures héroïques et emblématiques, faisant chavirer le regard que l'on porte sur ces confrontations que l'on fantasme, et donnant tout son sens à ce dernier duel. On pourrait aussi dire que l'intrigue de ces trois personnages est assez charnière, dans le sens qu'on y retrouve beaucoup d'émanations, d'inspiration, que ce soit biblique, mythologique ou historique. Il y a un schéma que l'on retrouve et que l'on pourrait projeter ou appliquer en fait dans pratiquement toutes les œuvres. Puis nous avons ce film Free Guy, un héros assez simple que l'on pourrait tous incarner et qui va tenter d'échapper à sa propre programmation, du chemin écrit et défini à l'avance qui le force à penser ou agir d'une certaine façon. Il y a pas mal de questions où le réel et le virtuel se mêlent et s'entremêlent, à la fois métaphoriques et symboliques, qui offrent plusieurs degrés de lecture. Entrer dans un jeu, c'est comme entrer en soi ou dans un rêve, dans cet inconscient collectif. Le héros parvient-il réellement à se libérer ou n'est-il que l'évolution naturelle d'un programme, une sorte de bug dans la matrice, devenant lucide et conscient, avec la capacité à non pas changer le monde, mais se révolutionner de l'intérieur, pour transformer son univers. C'est changer et modifier son code source. Une destinée programmée dont il va redonner le sens véritable à ce rêve d'origine.
Un monde dans le monde qui se dissimule sous nos yeux, mais que l'on ne voit pas, assailli par les intempéries du quotidien, et qui ne peut être découvert que si l'on est réveillé, éveillé. Il y a également une réflexion sur l'industrialisation, les grosses sociétés de masse, tous les sujets d'actualité, avec les batailles entre les producteurs, les créateurs et les consommateurs. Tous les compromis constants qui doivent être faits entre l'argent et le sentiment. C'est avant tout une comédie haut en couleurs, remplie de références et de clins d'œil, jouant beaucoup sur les clichés et les stéréotypes. Mais c'est aussi le propos même du jeu, ou du film plutôt, ainsi qu'un constat malheureux et généralisé de notre société, de notre mentalité actuelle. On pourrait dire que le film est lui-même, et en lui-même, un produit, un amalgame de références de la pop culture, dans lequel il cherche et trouve sa propre individualité, sa propre liberté. On continue avec The Father, qui est l'un de ces films qui emportera la plupart des spectateurs dans cette expérience de désorientation totale, désemparé et trompé par sa propre mémoire, par son propre savoir. La force du film, c'est vraiment de nous placer directement dans les limbes du déclin, de nous rendre si palpable cet entrecroisement de temps et de lieu où l'on se demande où l'on est, avec qui l'on est, ou tout simplement quand est-on. C'est un huis clos de l'esprit, une sorte de régression mémorielle qui, comme les feuilles d'un arbre qui s'envolent au vent, nous conduit ou plutôt nous reconduit vers l'essentiel, vers ce qu'il reste de plus important dans le superflu qui nous disperse sans cesse. Une perdition d'instants et de moments volés qui n'a d'autre but que de mener à l'émotion. Un sujet assez fort qui pourra tous nous concerner et nous toucher. Les deux films suivants sont de type ferroviaire, avec Compartiment numéro 6, qui est un voyage initiatique et mélancolique à bord d'un train pratiquement en huis clos et hors du temps, qui joue beaucoup avec le contraste de la lumière, des éléments, des saisons, le mouvement et les arrêts du train, qui vont venir en fait s'entremêler à la personnalité de ces deux personnages que tout oppose. La fille est attirée par tout ce qui est passé au point d'être bloquée, arrêtée. Elle s'y rattache sans cesse comme sa caméra qui sert à capturer les choses, les figer plutôt que de les vivre. À contrario du mystérieux garçon qui agit spontanément, librement, sans barrière ni tabou, et que rien ne semble ébranler. Tout l'intérêt du film réside dans cette relation qui se tisse, cette connexion pleine de subtilité, de nuances, avec ce désir de la permanence, de l'immuabilité, face à l'éphémère, ce qui est momentané et passager. Ils sont peut-être très différents, mais partagent une même souffrance. Ce compartiment est comme un microcosme qui réunit les différences culturelles et sociales, où l'autre est à la fois un étranger qu'une partie de soi-même refoulée et ignorée. On joue avec les apparences et à l'image du film, qui comme ces paysages monotones, de l'extérieur paraîtront inintéressants et ennuyeux, un peu trop focalisés sur le but à atteindre, et non l'aventure intérieure, celle qui révèle ses richesses à mesure que la glace fond. Et le deuxième, Wendy, qui parvient habilement à jongler entre le conte et la fable écologique. Un effet miroir sur le cycle du corps et de la nature, la richesse de la jeunesse, florissante, et la vieillesse, dépouillée, usée et amère. Deux faces d'une même pièce qui se joignent dans leurs origines, la source maternelle de toute vie. Le film tente de redonner son sens premier aux éléments qui nous entourent, ce qu'ils peuvent susciter, inspirer, mais surtout connecter en nous. J'adore la façon de représenter, ou plutôt matérialiser cet imaginaire, de le faire exister, de montrer comment nos vies, dont même les plus banales, peuvent se transformer en histoire, en conte, en légende, qui continuent de résonner en nous à travers le temps. On montre aussi que derrière cette effervescence, cette insouciance, le monde de l'enfance possède également des règles et que le moindre doute peut nous ramener vers la réalité. Wendy est avant tout l'histoire d'une promesse, celle de ne jamais se laisser aller, ne jamais renoncer et d'oser l'aventure pour toujours aller de l'avant.
un élan que l'on a tous un jour ressenti et qui continue de fredonner, de siffler dans la nuit pour nous emporter au-delà des horizons. On va passer à quelques films d'horreur et d'épouvante, avec La Chapelle du Diable, un petit film classé dans l'horrifique, mais qui ressemble plutôt à un thriller fantastique au final. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport, ou plutôt cette fine barrière entre le bien et le mal, la croyance et la manipulation, cette ambiguïté presque indissociable de cette femme qui relate la parole sacrée. C'est juste dommage que l'on note le doute immédiatement chez le spectateur en lui offrant la vérité plutôt que de nous laisser nous-mêmes mariner. On joue sur une double notion des personnages, à la fois ombre et lumière, et c'est le personnage de l'inquisiteur qui m'a le plus interpellé. Alors il est un peu mal géré, mais l'idée étant qu'ils ont toujours eu cette réputation diabolique, et pourtant ici c'est celui qui semble le plus sain, dans la mesure où il n'a pas de croyance aveugle et remet en doute les choses en les questionnant. Dans ce monde moderne, cet inquisiteur trouve ici un rôle presque de scientifique, fonctionnant de manière empirique et replaçant la question de la foi sur un autre registre beaucoup plus sensible qui n'obéit pas à des règles. Et d'une manière plus générale, le film tente d'alerter les gens, non pas sur la croyance en une divinité forcément, mais plutôt sur la croyance des informations que l'on peut lire ou voir sans cesse sur les réseaux sociaux, ou dans les médias qui se propagent rapidement, et se voulant bien souvent comme paroles d'évangile. On passe au film suivant avec Candyman et son excellente scène d'intro, avec ce marionnettiste qui manipule et oriente l'histoire à sa guise. Il y a la version officielle des choses, mais tapis dans l'ombre, une autre version de l'histoire, passée sous silence, version que personne n'écoutera et n'entendra. On joue sur les répétitions, les récurrences temporelles, les miroirs et de tout ce qui n'est perceptible que par un reflet, un écho. C'est comme une vérité qui ne peut être visible frontalement. Candyman est ce feu intérieur qui brûle, cette vérité étouffée et dissimulée aux yeux de tous, faisant de lui le témoin d'une souffrance, d'une époque et de toute une communauté. Il est évident que c'est un film plutôt engagé dans la lignée des films qu'a réalisé Jordan Peele, où l'art et le cinéma deviennent des moyens d'expression, un aspect qui ne plaira probablement pas à beaucoup de monde. Il conserve néanmoins une forme d'héritage du premier film, une ruche de transmission, de contamination qui permet à ces légendes d'être porteurs d'une mémoire qui ne sera jamais oubliée. Puis nous avons La Proie du Nombre, qui questionne à merveille la notion de l'après-monde, du fantôme, cette spirale du vide que l'on tente de remplir, de comment repousser ou tromper la mort. Il y a cette communication, ou plutôt cette dissociation des uns et des autres, une transmission de ces émotions les plus sombres. Les forces de l'ombre nous envahissent-elles de l'extérieur ou sont-elles des projections de nos angoisses? Est-ce le néant ou le sentiment? Il est vrai que le film ne paie pas de mine, mais possède une grande capacité de suggestion. Et on peut vraiment y déceler une ombre bien plus complexe et profonde que ça n'y paraît, avec quelques idées de plans pour manifester la présence assez fascinantes. C'est comme fondu dans le décor, ou prenant forme même de par les contours du décor. C'est un monde inversé et déchiré, hypnotique et labyrinthique, aussi sournois qu'illusoire. Il y a aussi le fait que toute l'histoire se focalise sur le personnage féminin pour permettre aux spectateurs de découvrir les éléments en même temps qu'elle, ce qui est assez excellent, mais tout ce qui concerne le mari pourrait carrément être raconté de son point de vue dans son propre film, avec ses propres tourments, son propre combat contre la nuit, montrant le rituel macabre, mais du coup qui serait totalement différent d'un psychose par exemple, ne s'agissant pas de tuer par mécanisme de répétition, mais de protéger pour prolonger la vie. On imagine assez clairement ce que pourrait être un préquel, restant dans la thématique de prolongement et d'inversement. Ensuite on aurait... Oui, j'en profite pour parler des fins ouvertes ou à interprétation comme on aime à le dire. Mais je dirais qu'il s'agit plutôt de différentes manières d'exprimer la même chose. On a tous notre registre de langage et c'est ça qui mène à des oppositions, des interprétations. Alors qu'en fait, tout coexiste en même temps et en tout temps au sein d'un même corps.
Ce qui nous conduit aux 2 prochains films, avec Malignante de James Wan, qui fait un peu cheap, très différent de ses précédents à succès, ce qui fait que le spectateur aura sûrement du mal à adhérer à celui-ci. Très inégal, douteux et laborieux, accumulant les clichés avec une fin qui pourrait paraître grotesque et indigeste. Une sorte de foutoir de genre hybride sans identité, avec des effets de série B à la fois oldies et d'autres très modernes, comme s'il tentait de concilier 2 choses qui ne pouvaient l'être. Malaisant et dérangeant, c'est une œuvre sur la désarticulation et la désincarnation du corps, la maladie mentale et paranormale, développant les mécaniques d'une scission, un mal qui nous hante et nous ronge depuis le commencement, autant symbolique que biologique. Il ne s'agit pas de rationaliser ou d'expliquer, mais d'utiliser un domaine qui nous est accessible pour tenter de comprendre toute son ampleur. Comme par exemple dans Star Wars avec les midi-chlorians, qui manifestent biologiquement d'une chose abstraite, mais celle-ci va bien au-delà de cette unité de mesure, qui n'est en fait qu'un angle par lequel approcher l'inaccessible. Il y a une vraie force d'évocation, de réflexion si on veut, autour de la construction des figures emblématiques, autant du cinéma que dans les mythes anciens. Sans oublier une lecture proche du film d'Invisible Man de Leigh Whannell sur la terreur et l'emprise que l'homme peut avoir sur le corps et l'esprit de la femme. Certains y verront un pastiche de tous ces films précédents, d'autres un hommage à d'autres auteurs comme Cronenberg, Argento, De Palma ou encore Stephen King. Entre l'ennui sans saveur et la frénésie jubilatoire, on pourrait se demander si James Wan se fait totalement plaisir dans ce mélange de genres horrifiques, ou plutôt s'il se fait un petit délire transitoire dans un exercice de style sans but, avant de reprendre les grosses productions. Une sorte de gémellité entre le génie et la folie. Et le second film, Last Night in Soho, qui met en avant la notion des rêves qui se perdent sous le poids de la réalité, ou d'une forme d'inspiration perdue que l'on ne trouverait que dans le passé, comme tous ces remakes, ces reboots, ces suites auxquels on finit par s'identifier, s'approprier pour les réactualiser, ou carrément se créer, comme s'ils étaient l'époque d'un âge d'or où tout semblait meilleur. Il y a une forme de malédiction, de possession générale qui rend intouchable tout ce qui a été idéalisé. Le film remet en question le fameux « c'était mieux avant », que ce soit par une époque, un quartier ou une ville, une personnalité ou un souvenir, en nous montrant un aspect beaucoup plus sombre et tragique. On est comme envoûté par ce conte, cette fable universelle où le fantastique et l'horrifique se confondent, comme les 2 héroïnes dans une quête identitaire et générationnelle. Cette dualité hallucinée tente d'exorciser tout ce qui a été si longtemps ignoré et dévalorisé, tous ces rêves volés, qui peuvent enfin s'exprimer, se libérer et finalement exister. Ce n'est en fait pas le passé qui est tenté, mais bel et bien le présent qui l'est par les tribulations d'antan. Edgar Wright joue sans cesse entre les 2 aspects d'une même chose, en retournant et inversant les stéréotypes du genre, et nous livre un bel hommage à la nostalgie, tout en étant lucide de cette noirceur que l'on dissimule sous la lumière étincelante de nos fantasmes. On change de registre avec quelques films français, comme Le Dernier Voyage de Romain Queiro, qui est un premier long métrage, rempli de générosité et d'inventivité, très référencé, mais qui met surtout en avant son amour pour le cinéma de genre. Néanmoins, il pourra y avoir un goût d'inachevé, avec une histoire et des personnages pas forcément bien développés. Il y a aussi tout un jeu sur la musique, à la fois marqué et décalé, qui donnera de l'ampleur à la mise en scène, ou qui au contraire, pour certains, prêtera à rire. Ça passe ou ça casse. Le héros reste intéressant dans l'idée qu'il s'oppose à l'humanité qui ne mérite pas forcément d'être sauvée, tiraillé entre sa destinée et suivre sa propre voie. On jongle de plus sur 3 générations qui représentent les enjeux du héros, le passé et le futur, l'imaginaire et le réel, tout comme la relation entre l'astre lunaire et la Terre qui personnifie la relation parent-enfant. Ceux qui auront vraiment été emportés y verront une fable écologique et cosmique, sur un fond mélancolique et poétique.
Le dernier voyage, c'est surtout celui d'un vieux rêve d'enfance qui parvient enfin à s'accomplir. Le film suivant est un film qui ne plaira pas beaucoup, Méandre, qui est un survival horror anxiogène, avec très peu d'espace pour se mouvoir et respirer. Quelques longueurs et répétitions dans les épreuves, pas toujours intéressantes, mais qui offrent son lot de renversements, de pièges mortels, et joue très bien avec cet espace confiné. C'est le contenu viscéral et émotionnel qui intéresse Mathieu Turi plus que l'intellect, bien que celui-ci se retrouvera également à parcourir les galeries d'une multitude d'interprétations et de possibilités qui pourront perdre le spectateur, mais qui là encore ne devront pas s'opposer les uns aux autres, mais se compléter. C'est un film à concept, une expérience phobique et métaphorique, des enjeux intérieurs du personnage, mais surtout celui de l'humain dans son cheminement universel. On a également un excellent thriller, Boîte Noire, qui parvient à nous placer dans la peau du héros qui interroge, doute, remet en question tout ce qui l'entoure dans cet effet de paranoïa tout azimut. Beaucoup de théories, de suspicions, mais aussi de surinterprétations ouvertement abordées et qui bien sûr résonnent d'autant plus avec notre époque actuelle. J'ai adoré cette idée de la boîte noire comme les souvenirs d'un esprit que l'on fouille, un rêve aux multiples possibilités dont on cherche la cohérence. Il y a également une évocation de l'automatisation de la technologie face à la rigueur obsessionnelle de l'homme, ainsi qu'un questionnement sur la perception du mythe d'Icare. Est-ce un avertissement pour ne pas aller trop loin ou au contraire une prévention pour mieux se préparer, perfectionner ses outils, misant donc davantage sur le progrès? Serait-ce la fin des chevaliers du ciel? C'est une quête de vérité très bien ficelée. Un vol de 2 heures sans escale pour un atterrissage maîtrisé. Un autre thriller pas mal, Bac Nord, qui nous plonge dans le quotidien des quartiers nord de Marseille, où l'on suit des membres de la BAC pris dans une frustration, une impuissance qui les prive tout simplement d'exercer leur métier. Pas mal de suspense, on sent qu'à tout moment les choses peuvent déraper et exploser. Une première partie assez rurale sur le terrain qui bascule dans l'envers du décor dans la seconde partie, avec le système juridique et politique dans lequel ils sont tout aussi impuissants, à la merci des puissants. Ce qui a surtout marqué cette affaire, c'est l'ampleur médiatique qu'elle a prise et le discours que l'on voit à la télé pour faire la guerre contre les ripoux en s'acharnant sur eux peut vraiment faire monter la pression, dans le sens qu'il s'émoustille à la télévision comme garant des valeurs de la France sans jamais avoir mis un pied sur le terrain et surtout sans mettre la même hargne et détermination contre la criminalité et encore moins de s'aventurer dans ces zones totalement abandonnées par le système. Et c'est lorsque des ripoux tombent qu'on dirait le devoir accompli. On ne voit bien sûr pas tous les points de vue dans le film, mais parce que dans la réalité médiatique de l'époque, ce n'est justement pas le leur qui a été mis en avant. Ce film permet donc de leur donner un peu de visibilité, de voir dans quel monde ils ont évolué chaque jour, et à quel point tout est compliqué, imbriqué dans une échelle hiérarchique et bureaucratique interminable. Immersif et intense, c'est un film assez brutal, qui scandalise par ce sentiment d'hypocrisie et d'impuissance permanent. On côtoie cette douce amère ambiguïté et la fine frontière entre ces deux mondes, pas forcément si différents. Et aussi avec ses quartiers impénétrables et ses thématiques, ça peut aussi faire penser au film indonésien de Gareth Evans, The Raid. Ensuite, j'ai également noté le film 5e set, proposant une petite virée dans l'univers du tennis qui pour le coup est fait de manière très sobre, avec une crédibilité dans le comportement ou réaction des personnages. Il n'y a pas de surjeu ou ce phénomène de faire de l'excès dans certaines scènes qu'on voit venir d'avance. Tous les aspects sont vraiment bien traités. Même si l'on peut être assez réticent ou regarder le film d'un œil, il y a une progression qui nous happe petit à petit, vers une intensité qu'on ne peut plus lâcher. C'est toujours intéressant de voir les coulisses des joueurs, de ce qui les motive, ce qui les pousse à vouloir jouer, quel que soit leur état physique ou leur âge.
Le film est comme une ode à la passion, la détermination, cette volonté de se dépasser et nous offrant sans s'y attendre, et quel que soit le sport d'ailleurs, des moments absolument uniques qui ont vraiment le pouvoir de nous transporter hors du temps. Le suivant sera... non, pas celui-là... Oui, mais plutôt Titane, qui nous plonge dans un monde très charnel et viscéral, où le corps devient l'expression d'une introspection, à la fois sur la féminité, l'identité, mais aussi sur toute l'humanité. C'est une vision purement artistique et symbolique qui parvient à déstructurer la psyché dans une forme organique et mécanique. C'est sûrement l'un des points les plus forts, cette façon de faire cohabiter des matières contraires où chaque élément devient une manifestation d'une émotion, d'une transformation, d'une métamorphose. C'est une longue traversée dans les méandres d'un monde pulsionnel et primaire qui brûle de l'intérieur avec rage pour donner naissance à une hybridation, un sens profond dans la forme comme dans le fond. À la fois frontal, expérimental, c'est un film de genre sur les genres, certainement difficile d'accès et qui ne pourra donc que repousser beaucoup de spectateurs. Un autre que j'ai adoré, Gagarine, jonché de nostalgie, de vie qui se sépare et ne sera plus, d'une époque et de souvenirs qui s'effacent. Ce qui est touchant et fascinant, c'est cette manière d'utiliser, de transformer ce qui est voué à disparaître en quelque chose de beau, reflet de nos aspirations, de nos rêves, de tous les espoirs. Il y a une corrélation entre l'ascension et la déclinaison, la démolition, ainsi qu'une analogie entre l'homme et l'immeuble, la cité et la fusée. C'est une mission à la fois spatiale et sociale. C'est aussi l'histoire d'un abandon, d'un repli sur soi-même, d'une forme d'innocence que l'on ignore, que l'on isole. Il y a un vrai désir de déconstruire les clichés ou les idées préconçues pour bâtir de nouvelles fondations. Tout en conservant les pieds sur terre, ce film nous transporte vers l'imaginaire, dans la douceur et la poésie. On continue avec Illusion perdue, qui dépeint un univers de magouille, de corruption, où tout n'est qu'un jeu d'apparence et de faux semblants. Ce qui fait la différence avec les autres histoires, c'est qu'il s'agit de la normalité. C'est ouvertement le mode de vie quotidien dont tout le monde a un rôle à jouer, une force dont il faut savoir tirer avantage pour obtenir des faveurs. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point tout peut s'acheter et se fabriquer. Les avis des gens comme leurs sentiments, les mots que l'on écrit comme tout ce qu'on vit. Nous sommes dans les coulisses de ce qui régit toute forme de communication, relationnelle et sociale. J'ai adoré de voir avec quelle facilité l'on pouvait jongler et transformer des qualités en défauts, et vice-versa, résonnant fortement avec tous les débats de notre époque qu'on peut entendre sur n'importe quel sujet. Quelque part, tout semble autant manipulé qu'aléatoire, fluctuant au gré du vent et de l'argent. Paris ressemble à un immense réseau d'informations constamment en mouvement comme Internet. Tout se mêle et s'entremêle dans un tourbillon de rumeurs, surinformations, désinformations, polémiques et intox, buzz, au point de dénaturer sa propre identité, d'altérer sa libre pensée. Et pourtant, derrière cet exposé de la bêtise humaine, on cherche la sincérité, l'humanité. L'illusion peut être un but en soi, mais également le terrain dans lequel on navigue pour faire ressurgir l'art. C'est-à-dire que c'est ce qui est laid et infâme qui permet de révéler et sublimer la beauté. Comme toutes les plus belles histoires que l'on connaît sont mises en valeur grâce à la tragédie. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans l'architecture même du film où tout semble s'harmoniser. Le tout ressemblerait presque à un ballet, à une symphonie parfaitement bien orchestrée et chorégraphiée. Je pense néanmoins que l'excès de musique et de voix off pourront vraiment en agacer plus d'un. C'est une œuvre romanesque, vaste et riche, ambiguë et complexe, multipliant les intrigues et les points de vue sur plusieurs degrés, avec un effet choral où différents destins se font et se défont. Un contraste entre les espérances et la décadence,
une jungle dans laquelle l'on creuse soi-même sa propre tombe, tout en ayant l'illusion d'une ascension. C'est une fresque somptueuse, tout simplement fascinante et passionnante à suivre. Avec quelques similitudes, le prochain film, au-delà d'être une illusion perdue, est un triomphe, qui utilise lui-même l'art et la culture comme moyen d'expression, de progression, voire de réinsertion dans un effet d'engagement collectif. Entre comédie et tragédie, c'est un film qui séduit par son approche du milieu carcéral, plus prenant et surprenant qu'il n'y paraît. Cette petite troupe de théâtre nous joue une véritable célébration de valeurs entre la solidarité et l'amitié, la rédemption et l'éducation, la tolérance et l'espérance. C'est un beau spectacle qui cherche à mettre en scène un spectacle, fouillant et travaillant sur la sincérité et l'humanité de chacun. Ce sont les mots qui aident la parole à se réfléchir aux autres. C'est chercher à communiquer ou se communiquer pour exister et enfin se réaliser. Le film suivant partage également quelques points communs avec celui-ci, dont la pièce En attendant Godot qui est mentionnée donc dans le prochain film Drive My Car, qui raconte la même histoire d'un metteur en scène qui fait répéter les comédiens dans une célèbre pièce d'Anton Tchekhov, mais qui développe plus en profondeur cette cohésion entre l'histoire de la pièce et celle des personnages. Autant le dire, c'est un film long, lent, contemplatif et surtout réflexif, qui ne pourra donc qu'ennuyer et désabusé la plupart des spectateurs. Beaucoup de répétitions à l'image des répétitions pour la pièce et qui reprend et prolonge beaucoup des thématiques déjà abordées dans les deux précédents films de Ryosuke Hamaguchi, qui étaient donc Asako et les Sens. Un réalisateur qui aime prendre son temps pour lentement mais sûrement nous faire ressentir au diapason toutes les émotions des personnages, que l'on puisse saisir le rythme de leurs pensées, de leurs réflexions des uns par rapport aux autres. On ne peut comprendre l'autre qu'en se comprenant soi-même, comme on ne peut comprendre un rôle qu'en ayant une certaine expérience de la vie. Il y a une grande importance portée au silence, à l'écoute et aux différentes formes d'expression et de langage. Différentes façons de voir les choses, bien plus que des réponses apportées à nos interrogations. Ce n'est pas vraiment une quête de vérité, mais plutôt ce qui la suscite, la fait jaillir en nous. Ce sont les échanges et les gestes simples et anodins du quotidien qui ont la capacité de déverrouiller en nous des émotions, qui vont nous reconnecter avec nous-mêmes et nous transformer. Quand on regarde le making-of des films précédents, on sent qu'ils souhaitent que ces acteurs ainsi que l'équipe de tournage fassent partie intégrante de l'histoire, cherchant la résonance dans l'expérience d'enrichissement que représente le processus de fabrication d'un film. Les thématiques du réalisateur sont celles qu'il tente lui-même d'expérimenter pour s'approcher du moment présent, de saisir en fait la fine frontière où l'on bascule de ce qui est scripté à ce qui devient réalité. On mélange la fiction et la réalité, la littérature et le cinéma, le jeu comme façon de vivre, de ressentir. Le film est en lui-même une mise en abîme de la réalité qui met en scène une mise en abîme de l'histoire du film à travers l'art dramatique, artistique. Sensible et subtil, c'est une route que l'on emprunte et qui nous conduit vers nos propres mouvements. Le suivant est une collaboration de Ryosuke Hamaguchi dont on vient juste de parler et de son ancien professeur Kiyoshi Kurosawa avec Les Amants sacrifiés. Celui-ci qui parle d'espionnage, de patriotisme, de justice, de traîtrise, avec dès l'ouverture une opposition de couleurs. C'est un jeu d'échecs, fait de sous-entendus, de pudeur, d'ambiguïté, où un simple regard devient trouble et double, offrant plusieurs possibilités opposées tout à fait cohérentes dans l'intention et les actions des personnages. Tout se mélange dans nos esprits entre raison et passion, sentiments intéressés ou partagés,
Est-ce la dénonciation et l'abandon ou la planification et la protection? Il y a aussi un parallèle entre le conflit mondial et conjugal, entre l'amour d'autrui et celui de son pays, de la valeur universelle à celle de son pays. C'est un jeu habile de nuances et d'ambivalence à l'ère du soupçon, une forme de poésie dramatique et romantique qui brille par ses personnages, son cadre historique et son écriture. Il n'a pas dû être facile pour le réalisateur de combiner tant d'aspects, d'approches et de genres, tout en gardant un fil conducteur général. On change complètement de registre avec quelques animations. La première, Ride Your Rave, une jolie petite animation qui utilise l'eau comme analogie de la vie, surfant sur l'amour, le deuil, le souvenir, et alliant le drame et la fantaisie, la romance et la résilience. Traité avec optimisme et humour, le propos est forcément un peu atténué, mais ça reste malgré tout assez mature. Par exemple, pour le couple, simple détail, mais dans les films d'Occident, on a souvent des relations ou couples qui se mettent ensemble et on a l'impression que tout commence à ce moment-là. Alors qu'ici et dans beaucoup d'œuvres asiatiques, ils vivent souvent des aventures côte à côte et le couple ne se forme qu'à la fin, comme une évidence. Ici, c'est exprimé par le fait que la fille ne peut pas vivre avec son amoureux car elle doit d'abord se trouver, s'accomplir pour pouvoir être pleinement avec lui. Il y a aussi tout un rapport à la progression et l'identification. Vouloir être l'autre comme l'autre, chaque personnage est le héros de l'autre, ouvertement ou secrètement. Et l'héroïsme devient alors la manifestation des mots, des gestes anonymes et altruistes à l'égard de son prochain. Il y a également tout un jeu de miroir et de répétition, d'écho entre les situations, les dialogues, les personnages et leurs émotions. Le héros est comme le reflet des personnages, l'âme de la mer qui se propage autour de lui pour les aider à trouver leur voie, apprivoiser et dompter leur propre vague intérieure. Et c'est vrai que quand on regarde la mer, les vagues qui nous apparaissent sont toutes successives et répétitives. Chacun d'entre nous sera confronté à ces mouvements qu'il faudra franchir pour se préparer aux prochaines vagues. Nous avons ensuite 7 jours qui nous est présenté sous une forme de huis clos aux multiples dimensions qui est autant une aventure entre camarades qu'une révolte émotionnelle et générationnelle. On y voit toutes les frustrations et les émotions que l'on refoule au quotidien. Toute la méchanceté, les mensonges qui conduisent à porter des masques, créant des personnalités types ou clichés privés de liberté. La dissimulation est toujours considérée comme négatif, mais c'est souvent un moyen de protection, de préservation. Toute une génération enfermée, repliée sur elle-même, accablée par les instances supérieures et extérieures, qui tentent de les orienter, de les discipliner, de dicter leur futur. L'homme politique est l'antagoniste du film, mais en même temps, il est une forme aboutie du constat de notre système. C'est-à-dire que manipuler, tromper, mentir ou gravir les échelons, ainsi que de refouler ses sentiments, sont tous les ingrédients qui font de lui le parfait produit non dissimulé de notre façon de penser et d'agir au quotidien. Il nous représente tous. Et parmi toute cette galerie de personnages mis au premier plan, il y a son assistant qui est vraiment pas mal. Plus discret mais en syntonie de cette dualité, à l'image de la ville et de la nature, parfaitement adapté tout en dissimulant sa véritable nature. Il est conscient des sentiments qui se perdent avec le temps, lui rappelant tous les élans de son cœur d'antan. On y retrouve beaucoup de thèmes qui résonnent fortement avec l'actualité, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai adoré aussi cette séquence aérienne, faite d'or et de lumière, montrant l'élévation symbolique par l'accomplissement de leur individualité. Ce film est une ode à l'expression, la communication, l'identité, la solidarité, en fait de tout ce qui peut nous rassembler et qui parvient brillamment à juxtaposer les enjeux purement introspectifs des personnages que les conflits de société dans une même dynamique de résolution, une même quête de libération.
La prochaine animation est José le tigre et les poissons, qui aborde le thème du handicap de manière différente, avec ce personnage au sale caractère qui ne suscite aucune compassion, nous focalisant avant tout sur la personne en tant que telle. Un tempérament qui pourra en laisser plus d'un sur la touche, bien que son évolution nous fasse entrevoir ce que signifie d'être à fleur de peau. On peut aisément voir le mécontentement général de l'humain au quotidien, facilement agacé, irrité par la moindre petite chose. Alors imaginez quand on est dans une situation qui isole et réduit le champ des possibles, faisant des actes les plus anodins du quotidien une difficulté. Mais bien plus que le handicap, c'est tenter de nous rendre compte de l'autre, des barrières tant physiques que psychologiques que peuvent avoir les gens autour de nous sans même qu'on y prête attention. Une vie de solitude totalement hermétique au monde extérieur, qui sera contrebalancée par la passion et la dévotion d'une rencontre. Il y a un vrai sens dans ce personnage qui aime faire de la plongée, pour dénicher les richesses enfouies face à cette rêveuse pleine d'imagination. C'est en fait la rencontre entre la réalité et la fiction qui vont se nouer et tisser une fresque intemporelle. Les contes ne sont que des métaphores d'une réalité bel et bien vécue, mais qui est maquillée, transformée, pour devenir des vaisseaux qui traverseront le temps. Une fable est comme un rêve, se voulant continuellement une source d'inspiration et d'imagination. On pourrait d'ailleurs se dire que tout ce qui a été vécu n'est en fait qu'une vie fantasmée de José, qui dessine et rêve d'océans dont le héros devient sa manifestation. Rien que le titre et les noms portent en eux une doublure métaphorique, conduisant par leur interaction respective à creuser leur humanité, leur identité. Un film beau et touchant, avec beaucoup de sensibilité pour exprimer les relations et l'émotion de nos personnages. Au vu de l'extérieur, toutes ces animations pourront se ressembler, étant toujours considérées de manière assez niaise, même pour ceux qui apprécient, passant un peu à côté de la richesse autant émotionnelle que philosophique. Peut-être est-ce simplement la forme de ces animations ou l'expression un peu trop sentimentale qui ne permet pas aux gens de les prendre au sérieux. Le suivant, pour le coup, sera un peu plus considéré de par le nom du réalisateur. Il s'agit de... avant ça, autre chose que j'avais remarqué, qui est le cas dans les animations dont je viens juste de parler, c'est qu'on joue sur le triangle amoureux. Dans beaucoup d'animations, on avait surtout deux personnages qui se liaient, se confiaient et grandissaient ensemble. Mais dans les 2-3 dernières années, j'ai dû voir 5 ou 6 films d'animation qui utilisent ce procédé avec des personnages secondaires. Mais c'est plutôt fait de manière habile au final, car il ne s'agit pas de rendre plus difficile la formation du couple, mais plutôt de montrer un personnage qui doit y renoncer pour le bonheur de l'autre. Quand on y pense, c'est presque plus beau que le couple lui-même. Alors ça reste secondaire, mais ça apporte une vraie forme de maturité qui enrichit les héros. C'est ce cheminement par lequel ils doivent passer pour y parvenir, ce que l'on doit sacrifier et ce que l'on doit accepter. Le suivant est donc le dernier film de Mamoru Osada, Belle, où l'on y retrouve tous les thèmes de prédilection de ses précédents films, qui passe par l'intermédiaire d'un autre univers pour permettre à ses héros de dévoiler un potentiel bien trop souvent cloisonné aux yeux des autres. Ce monde virtuel est tout ce que l'on connaît d'Internet, des réseaux sociaux avec les avatars, les faux semblants et la dissimulation, tout ce qui est d'ordre numérique. Mais c'est aussi un monde imaginaire et introspectif dans lequel on peut y déceler toutes les formes de métaphores possibles. À l'image d'un artiste qui exprimera ce qu'il est à travers sa création, sa seule manière de communiquer et de se faire comprendre. Ces créations n'ont d'autre but que de projeter tout ce qui vibre à l'intérieur de nous, mais que le quotidien ne permet pas d'exprimer. Ce n'est pas un monde qui remplace la réalité, mais qui la prolonge et la complète. On joue sur la face solaire et lunaire de l'individu qui doit naviguer entre ces deux phases pour les apprivoiser l'une comme l'autre et les équilibrer, ou plutôt les synchroniser.
La belle ou la bête sont des icônes, une fenêtre de données universelle dans laquelle tout le monde peut se trouver, se retrouver. Quand on lit une fable ou un conte, on est focalisé sur les aspects fictionnels, alors que ces éléments devraient justement être le point de départ qui nous permettra de remonter la filière jusqu'au vécu émotionnel et réel des personnes qui ont été transfigurées en personnages. Ce qui est toujours assez fort dans les animations, c'est de voir comment ils parviennent à exprimer visuellement et littéralement leur analogie, comme ici avec le numérique ou le biométrique, qui matérialise et donne une nouvelle approche de la magie, tout en nous offrant de véritables instants de féerie. Il y a aussi tout un symbolisme autour des noms et sur la notion de la voix. Une voix qui fait le pont, la connexion entre le monde, les utilisateurs et les créateurs. Et je finirai ce bilan de l'année avec 2 œuvres japonaises réalisées par des Français. Le premier est Tonoda, qui s'adresse probablement à un public averti de par son aspect lent et contemplatif, et qu'il dure quand même presque 3 heures. On y suit un homme qui a littéralement vécu ou tenu 30 années dans un monde illusoire et sans espoir, pensant encore combattre pour l'armée impériale de la Seconde Guerre mondiale. Quand on pense au temps écoulé, à la vie qui a continué et à tout ce qu'il a laissé et manqué, c'est presque comme s'il sortait d'un coma. On ne peut qu'être ému par tant de dévotion à sa mission. Entre l'entêtement, l'aveuglement, l'ignorance et la croyance, c'est une fable sur une âme errante qui refuse de mourir, tant par le fait de lutter dans la jungle que par le fait de fuir ce monde qui a changé, évolué. C'est totalement fou et absurde, tout en étant héroïque et tragique. Une histoire et un personnage hors du commun, dont on peut d'ailleurs découvrir le récit à travers son livre, de cet état d'esprit qui lui a permis de ne jamais renoncer. Il semble d'ailleurs avoir repris une vie parfaitement bien maîtrisée après son retour parmi l'ordinaire, ayant quand même vécu jusqu'à l'âge de 91 ans. Ce qui peut paraître encore plus fou, c'est qu'il n'est pas le seul soldat japonais réel à avoir survécu dans la jungle pendant 30 ans. La plupart ont péri, d'autres sont sortis, comme celui-ci, Hiro Onoda, mais aussi Teruo Nakamura et Shoichi Yokoi. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film d'Arthur Harari qui nous laisse presque sans voix. C'est une œuvre envoûtante et démente, et qui nous hante bien après l'avoir vue. Il ne se pense pas, ne se réfléchit pas, c'est tout simplement une expérience à vivre. Et la seconde œuvre, Le Sommet des Dieux, qui se centre autour d'une enquête, celle de comprendre les premiers alpinistes à tenter l'Everest, et découvrir s'ils ont finalement pu parvenir à atteindre le haut. On a déjà parlé de films contemplatifs ou méditatifs, mais ce qui fait la différence ici, c'est que les personnages s'aventurent volontairement dans cette nature sauvage, affrontant les éléments, les montagnes, crevasses et gouffres, la roche et la neige, ainsi que le vent glacial et abyssal, tant d'efforts et de souffrances dans ce qui pourrait paraître au final assez vain. Dans cette blancheur immaculée, loin des villes polluées, on ressent cette vaste immensité, ce vide à la fois somptueux et vertigineux. Seul et perdu au milieu du monde, on suit de manière fascinée et terrifiée ces personnages dans leur quête obsessionnelle et sacrificielle pour la vérité. Il ne s'agit pas de finalité, de gloire et de prestige, mais de résonance sensorielle, émotionnelle et spirituelle. Une communion entre le passé et le présent. C'est une vibration qui cherche sans cesse à repousser nos propres limites, gravir et franchir toutes les frontières, d'ouvrir la voie de l'inspiration et de la passion, autant vers les hauteurs que les profondeurs. C'est une forme d'espoir que de toujours avancer, de tracer le chemin vers sa propre essence, vers le prochain niveau de conscience. On rend hommage à tous ces anonymes qui ont un jour escaladé, guidés par une force qui dépasse l'entendement, une force biologiquement innée en nous, à l'image de ces montagnes formées par le feu qui bouillonne au plus profond de la terre.
C'est une œuvre à la fois renversante et angoissante, philosophique et cosmique, qui nous entraîne dans un voyage sans retour. Il est certain que pour les fans inconditionnels, 2 heures fera peut-être court pour retranscrire toute l'œuvre d'origine, qui est plus poétique, avec un développement évidemment des personnages plus étoffés. Et on pourra toujours pinailler qu'au contraire d'Onoda, de n'avoir pas eu la langue japonaise. En tout cas, ce sont des œuvres qui pour certains creuseront l'émotion et pour d'autres les en privera complètement. Voilà pour ce bilan de l'année. Le cinéma reste un vecteur assez riche, abordant tous les sujets de différentes façons sous différents angles et de toutes les formes possibles, qui reste une véritable source d'inspiration en perpétuelle évolution. J'en profite pour digresser un peu et parler de ce rapport du cinéma au spectateur. Ce qui m'a d'ailleurs un peu éloigné des réseaux sociaux, c'est le fait que l'on ne parle que des mêmes films et toujours de la même manière. Alors que chaque semaine des dizaines de films sortent, c'est-à-dire que les petits films sont en réalité majoritaires. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les gros films, comme si le cinéma n'était que ça, ou ne devait avoir de la valeur qu'à travers ça. Et c'est le cas même pour ceux qui semblent voir tous ces petits films. Mais plus encore, on a vraiment cette impression que les gens sont constamment préoccupés par ce qui va sortir, ce qui est prévu pour plus tard. En fait, toujours porté vers ailleurs, plutôt que d'être présent et d'apprécier ce qu'il y a maintenant. Quand on voit ou qu'on lit les retours, tout semble conditionné par la manière dont leur a été vendu le film, ainsi que les attentes du spectateur, qui s'est déjà joué et projeté dans sa tête le film avant même le tournage de celui-ci. Hypé, surinformé pour des films qui ne sont finalement jamais satisfaisants à leurs yeux. On dirait que chaque film n'a pour fonction que de permettre aux gens de le critiquer ou de le juger. Il ne s'agit même plus de vraiment donner un avis pour partager des idées ou des émotions, mais juste de balancer des critiques pour se faire voir et valoir, réagir au moindre mouvement pour se défouler, puis une fois lessivé, de passer à la prochaine consommation, comme si ça n'avait aucune importance. Le respect est mort, comme on dit, que ce soit pour l'art, la création ou encore pour tous ces artisans du rêve. Tout n'est qu'argumentation pour se justifier ou se donner une forme de légitimité. Ça fait beaucoup penser au film Illusion perdue, qui montre parfaitement comment, au hasard, on peut prendre une œuvre et en faire une critique autant positive que négative, utilisant les mêmes arguments que l'on peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Tout ce qui compte, c'est finalement d'être visible et de susciter des réactions. Tout ça pour dire que les avis du spectateur sont bien plus révélateurs de ce qu'ils sont que du film en lui-même. Tout est la résultante de nos expériences, ce qu'on a déjà vu ou vécu, des points de focalisation ou de préoccupation, de tout ce qui nous fait réagir ou réfléchir, mais aussi de tout ce qui n'est là que pour divertir, nous permettre de fuir la réalité, l'état d'esprit du moment qui peut nous orienter vers ce dont on a besoin. La vision qu'on a d'une œuvre est le reflet de notre époque, mais aussi du niveau de conscience que l'on a sur ce qui nous entoure. Avec le temps, nos points de vue sur ce qu'on voit, ce qu'on vit, ne peuvent qu'évoluer. Pour ma part, qu'un film soit bon ou mauvais n'a en réalité pas beaucoup d'importance. C'est plus ce qu'il propose, ce qu'il expose qui me fascine. De découvrir des multiples formes d'expression à travers différents genres est à la fois passionnant et très enrichissant. Quand on y pense, aimer ou non un film est assez personnel et n'a de sens que si l'on connaît parfaitement bien l'intention et la motivation d'une personne. Par exemple, certains préféreront tout savoir et avoir toutes les clés en main pour découvrir et apprécier un film, là où d'autres ne voudront absolument rien lire, rien entendre, ni rien voir, afin de découvrir l'œuvre comme le film le proposera. Il y en a qui nous laisseront totalement sur la touche, là où d'autres nous transporteront complètement, mais les deux expériences font partie du voyage, du plaisir que représente le cinéma. Et si l'on reste ouvert et disponible, les échanges avec les autres n'en seront que plus passionnants et bénéfiques, permettant d'accéder à de nouvelles perceptions. Je ne peux que vous encourager à partager vos sentiments tout en restant ouvert à celui des autres, non pas pour s'y opposer,
mais se compléter. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.